Attendez. Impeccable. Avant de commencer, je voulais vous indiquer comme quoi l'ensemble des présentations se fera en français. Donc, si vous voulez une traduction en anglais, n'hésitez pas à vous servir. Il y a des traducteurs à l'entrée. Et choisir le canal, donc un pour l'anglais et deux pour le français. Voilà. Donc déjà, merci d'avoir répondu présent pour cette présentation de la Smart Building Alliance Luxembourg. Juste pour faire un petit sondage rapide dans la salle, je vais demander aux personnes qui connaissent ou ont déjà entendu parler de la SBA Luxembourg de lever la main, s'il vous plaît. Je vais dire à peu près 50% des personnes, donc c'est déjà pas mal, merci. Au niveau de cette présentation, elle se déroulera en deux phases. Donc la première phase où je vais vous présenter la SBA pour ceux qui ne la connaissent pas. Ensuite, on va parler de retour d'expérience. Donc avec l'ensemble de nos interlocuteurs et de membres de la SBA, ils vont vous partager quelques retours d'expérience au sein de leur entreprise. Et ensuite, on va mettre en place un petit workshop interactif ensemble. Donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir durant ce workshop, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut lancer la première présentation? Merci beaucoup. Donc, déjà, je souhaitais me présenter. Donc, je m'appelle Michael Pasquale. Je suis Project Manager au sein de l'entreprise Neobuild, donc qui est un GIE qui est le pôle d'innovation de la construction durable au Luxembourg. Et je suis également secrétaire général de la Smart Building Alliance Luxembourg. Voilà, petit problème technique. Excusez-moi. Tout d'abord, c'est quoi la SBA? Donc, il faut savoir que la SBA, c'est une association assez jeune. Elle a été fondée en 2022 par l'initiative de la SBA France, qui est la SBA historique, et de Neobuild, qui est, donc, comme je l'ai dit, le pôle d'innovation de la construction durable au Luxembourg. Notre objectif, c'était de fédérer un maximum d'acteurs autour du Smart Building et de la Smart Cities pour faire en sorte que ces idées-là soient un levier pour permettre d'améliorer le confort des utilisateurs et des exploitants de bâtiments et d'infrastructures smart, tout en améliorant leur efficacité énergétique. Au sein de la SBA, nous avons trois grandes valeurs. La première est de rassembler. C'est pour ça que notre objectif, c'est de rassembler un maximum d'acteurs pour avoir une parole qui porte le plus possible et pour faire en sorte que ce concept de smart building et de smart cities puisse se voir dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, la SBA à Luxembourg compte 23 membres de divers horizons. La deuxième grande valeur de notre association, c'est le fait d'entreprendre. Notre objectif n'est pas de réinventer la roue, mais de se lier sur de partir sur des choses qui existent déjà dans nos pays voisins. On peut parler par exemple du R2S, qui est initialement un cadre de référence initié par la SBA France et qui a été mis en place. Donc il y a eu un label qui a été créé suite à ça. Ce label est aujourd'hui exploité par l'entreprise Certivea en France et à l'international. Et nous, notre objectif, c'est d'adapter ce label pour qu'il corresponde au mieux au marché local du Luxembourg. On travaille également avec le SRI, qui est le Smart Readiness Indicator. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 13 pays qui sont officiellement en phase de test de cet indicateur, mais malheureusement, le Luxembourg n'en fait pas partie. Et l'objectif aussi de la SBA, c'est de faire en sorte que le Luxembourg rentre dans cette phase de test officielle. On met également en place des groupes de travail qui permettent, par exemple, un exemple concret, c'est s'il y a une entreprise qui souhaite développer des projets smart, on essaie de mettre en place un cahier des charges, un modèle de cahier des charges type pour faire en sorte qu'elle ne parte pas d'une feuille blanche et qu'elle puisse se baser sur des choses concrètes et qui ont été discutées au sein de la SBA et de l'ensemble de ses membres. Notre troisième
et grande valeur, c'est le partage. L'objectif, c'est que l'ensemble de ces acteurs-là puissent partager leur retour d'expérience, leur savoir-faire. Et dans ce cadre-là, on organise des formations. Donc on peut organiser des formations pour sensibiliser un ensemble d'acteurs, donc des promoteurs, des administrations au smart building et à la smart cities, pour qu'ils voient l'intérêt concret de ces concepts-là. On organise également des visites de bâtiments. Prochainement, en octobre, on va organiser la visite du bâtiment Wave à Lille, de Vinci, qui est vraiment un projet smart assez novateur. Et on participe également à des événements comme aujourd'hui pour Sustainable Places 2024. Maintenant que je vous ai fait un petit tour d'horizon de la SBA, Luxembourg, on va rentrer dans le vif du sujet avec le smart building. Tout d'abord, pourquoi faire du smart building? Je vais faire un rapide parallèle avec des choses que vous connaissez tous. Le téléphone portable. Initialement, le téléphone a été développé pour satisfaire des besoins primaires, à savoir téléphoner, jouer et envoyer des SMS. Le modèle économique associé était aussi, lui, très simple, c'est-à-dire vente de téléphone, donc du hardware, et l'abonnement. On voit qu'au fur et à mesure des années, on a basculé vers des smartphones. Et je pense que l'ensemble de nous, donc des personnes dans la salle, disposent d'un smartphone. Et on ne fait pas simplement que téléphoner, jouer ou envoyer des SMS, on fait beaucoup plus de choses. On a un réel ordinateur dans notre poche qui nous permet d'avoir accès à une multitude de services via les stores donc, qui sont disponibles. Et donc là, on a changé complètement, on a ajouté des nouvelles choses à notre modèle. Et c'est un peu le même principe qu'on va retrouver et qu'on essaye au sein de la SBA de pousser, c'est ce même principe-là dans les bâtiments. Initialement, on avait un bâtiment pour satisfaire des besoins donc habités ou travailler. Et pareil, on avait un système économique et un modèle économique assez simple associé. Demain, nos bâtiments vont plus simplement servir à nous abriter et à travailler. Ils vont aussi nous servir à collaborer, à rendre flexibles les espaces, à évoluer en fonction de l'évolution de nos besoins, parce que quand on est une famille de parents sans enfants, on a des besoins différents que quand on a une grande famille, etc. Et par la suite, quand on vieillit. Et tous ces bâtiments-là, de nouvelles générations, vont permettre de s'adapter à nos besoins et vont nous fournir des services auxquels nous n'avions pas accès avant, comme des contrats de maintenance digitalisés, comme des accès aux données de notre bâtiment pour améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments, entre autres. Ensuite vient la question de ça va nous servir à quoi tout ça? Je vous parlais de services. Il existe une grande variété de services qu'on distingue en 3 grandes familles. La première, c'est les services axés sur l'énergie et l'environnement. Par exemple, tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le Smart Building, on peut faire du monitoring énergétique pour mieux connaître notre consommation énergétique et pour pouvoir la rendre plus efficace, l'optimiser. On a également des services liés au bâtiment. Tout simplement, au lieu qu'on soit le bec dans l'eau en étant confronté à des problématiques de terrain, notre système de ventilation ou de chauffage ne fonctionne pas et qu'on le remarque que lorsqu'il y a un problème, nos smart buildings vont permettre de faire de l'anticipation, donc de la maintenance prédictive sur ces installations-là, par exemple. On a également des services, donc troisième catégorie, c'est des services liés aux occupants. Tout simplement, c'est nous qui utilisons ces bâtiments et qui les occupons. Il faut que ces bâtiments puissent s'adapter à notre besoin. Et c'est pour ça que ces smart buildings vont pouvoir s'adapter en fonction de nos besoins. Si on a on a un confort de température différent de notre voisin, il va pouvoir s'adapter. Et pareil pour des espaces de coworking, de partage, il va pouvoir également s'adapter. Donc, on a des bâtiments qui vont devenir beaucoup plus flexibles dans leurs usages. Ensuite, je
je voudrais parler de qui est concerné par l'ensemble des smart buildings et des smart cities. Qu'on soit promoteur, entrepreneur qui souhaitons développer des smart buildings, qu'on intervienne dans la phase de conception, d'exploitation, on est tous concernés. Et c'est là aussi que la SBA a son rôle à jouer, parce que, étant donné qu'on est tous concernés par ce nouveau concept, il faut adopter des modes d'organisation différentes et il faut s'adapter. Et ça, c'est un des challenges qu'on a au sein de la SBA. Ensuite vient la question, et la dernière question, c'est par où on commence? Je vous ai dit que la SBA avait pour objectif de mettre en place un cahier des charges, un modèle de cahier des charges pour donner des outils aux personnes qui souhaitent initier ce type de projet-là. Mais sachez qu'il existe d'autres outils, comme le cadre de référence R2S, donc comme Ready to Service, qui se focalise sur 6 grands piliers. Donc le premier, c'est les services. Donc ça, c'est la finalité. Ensuite vient la sécurité numérique et le management responsable. Puis, tout ce qui concerne les équipements et les interfaces, l'interopérabilité, la connectivité et aussi l'architecture réseau qui est le cœur de notre smart building. Il faut savoir que ce cadre de référence a été aussi décliné sous forme d'un label. Donc, si vous souhaitez labelliser un bâtiment, il est tout à fait possible de le faire. Donc, on a associé une grille de notation à ce cadre de référence. Et donc, en fonction de la note qu'on va avoir, on va avoir certains niveaux de performance sur ce label. Donc, merci beaucoup. J'espère que c'est plus clair pour vous qui nous sommes, donc SBA Luxembourg, et ce que c'est le Smart Building. Maintenant, je vais laisser la place à nos différents intervenants qui vont vous présenter plusieurs cas, donc retours d'expérience. Et on va commencer par Delphine Desgurs qui va nous présenter donc, le retour d'expérience de ICO Real Estate. Bonjour à tous, merci de votre intérêt. Donc, ICO Real Estate est un promoteur luxembourgeois et mais on est aussi actif en Slovaquie. On est à la fois promoteur, aménageur de quartier et de ce fait avec des bureaux, du résidentiel mais aussi du commerce. Donc, on a un promoteur de moyenne taille, petite taille par rapport à beaucoup d'autres en Europe, mais important au Luxembourg. Donc, en fait, notre expérience, c'est d'abord des bureaux, puis on a commencé des quartiers avec du coup du développement résidentiel, et maintenant on aménage des quartiers comme le quartier Routlands, c'est 145 000 m² construits avec 1400 logements. Donc, cet aménagement de quartier amène du coup à nécessiter tout un ensemble de technologies, et on y est aussi venu, bien sûr, par les bureaux. Notre mission, c'est de développer des espaces de travail, de développer en répondant aux enjeux environnementaux aujourd'hui du marché, c'est de développer des services pour nos occupants, aussi bien dans des bureaux que dans des résidences. Et pour faire ça, en fait, on va travailler en termes d'innovation qui va être au cœur de notre mode de fonctionnement. Et cette innovation va nous amener à investir des nouveaux champs comme l'énergie, où, par exemple, pour un quartier, on va devoir créer une joint venture pour pouvoir avoir un fournisseur d'énergie dans le quartier en zéro carbone avec de la géothermie, du photovoltaïque, des communautés d'énergie. Là, on a besoin de R&D, de recherche et de solutions pour opérer ce type de quartier. On est membre de la SBA pour justement amener au Luxembourg un ensemble d'acteurs, de solutions à même de répondre, de nous aider dans nos challenges. Donc c'est pour ça qu'on a déjà mis en œuvre un certain nombre de choses, mais nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés que je partage au sein de la SBA afin de dire voilà où sont les enjeux, voilà ce que l'on doit faire. Par exemple, là, c'est notre
siège, un nouveau siège que l'on a donc développé et qui est maintenant, que l'on occupe depuis début 2021. Voilà, en termes d'énergie, c'est du pellet, c'est carbone, c'est zéro carbone. On a mis en place un monitoring énergétique et donc nous sommes un des premiers à avoir développé un Building Operating System au-dessus d'une gestion technique d'une GTC traditionnelle. Et avec ce Building Operating System, en fait, on a pu développer tout un ensemble de services pour les occupants, de la gestion des accès, la gestion du confort, réservation des salles, réservation du parking, réservation en fait, de tout ce qui est activité commune. Et ça permet de développer aussi autour du bien-être, notamment avec des capteurs de qualité d'air, donc qui correspondent en fait aussi aux critères de certification de type well building. Mais quels ont été... Donc oui, il y a des bénéfices à mettre en œuvre ce type de service. C'est un seul endroit où on délivre un ensemble de services. C'est un reporting au niveau du bâtiment qui est facilité pour le facility manager, mais c'est aussi un certain nombre de difficultés en termes de mise en œuvre. L'interopérabilité entre une GTC et un Building Operating System, ce n'est pas aussi simple que si même tout le monde vous jure que c'est interopérable, ça ne l'est pas aussi simple. Il y a vraiment et le R2S, en l'occurrence, par exemple, permet vraiment d'avoir un code de conduite et un mode de fonctionnement pour y arriver. C'est aussi... On n'est pas seul dans le bâtiment, on a un locataire et le locataire en fait vient des États-Unis. Il est arrivé avec ses solutions de gestion d'accès et il est très très soucieux de la RGPD et donc il a refusé d'adopter la même application Smart Office alors qu'elle était gratuite. Donc on voit bien l'enjeu de rassurer en termes de structure, de RGPD, d'interopérabilité avec les solutions de nos locataires. On fait face, en fait, en termes de challenge dans la construction, à une chaîne de valeur qui est fragmentée et à un enjeu majeur de change management. Donc, je vois tous les projets de R&D qui se focalisent sur la technologie. Il faut prendre en compte les enjeux de change management. La capacité du gérant à utiliser ces technologies pour optimiser sa capacité de maintenance. C'est aussi comment est-ce qu'on trouve justement le bon modèle économique entre le propriétaire finalement qui met en œuvre toute une technologie, mais celui qui le bénéficie, ce sont les locataires, puisque c'est eux qui ont les gains en termes d'efficience énergétique majoritairement. Comment est-ce qu'on trouve ce bon modèle économique? Et effectivement, les enjeux marchés, et là-dessus, on a besoin d'engagement au niveau gouvernemental aussi, c'est-à-dire, par exemple, comment est-ce qu'on applique la réglementation EPBD au Luxembourg? Ce n'est pas encore mis en œuvre. On voit quand même que le décret BAX en France est un véritable outil de déploiement des technologies. Et ensuite, on a également tout ce qui va être les labels, donc on en parle. Ça, c'est important pour valoriser les bâtiments qui les utilisent et du coup attirer la demande et faire en sorte qu'il y ait un véritable cercle vertueux autour des équipements des bâtiments. Voilà, je vous remercie et puis je passe la parole à un occupant du bâtiment. Bonjour, je suis là pour représenter Campus Contorn. Nous sommes exploitants, nous sommes propriétaires de bâtiments de bureaux que nous louons. Et c'est 16 600 m² de bureaux qu'on a construits au fil des ans et qu'on optimise grâce justement à toutes ces technologies Smart Building. Donc ces 5 bâtiments, c'est une communauté, on a besoin d'interagir avec tout le monde et on a surtout besoin qu'ils restent compétitifs. Parce que quand on est dans le domaine de la location de bureaux, on est confronté à des acteurs qui viennent de construire leurs bâtiments. Donc comme les nôtres existent déjà, il faut qu'on soit capable de s'aligner, il faut qu'on soit capable de les intéresser, de leur montrer qu'on a tout compris
et qu'on est là aussi. Donc, je vous raconte brièvement un petit peu l'histoire, mais on a 6 bâtiments. Le premier a été livré en 2018 et le dernier en 2019. Donc, c'est presque vieux quand même déjà pour un bâtiment. Et ils ont tous été déjà à l'époque créés avec le score BREEAM Excellent en build et en use. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, il y a la certification sur comment vous avez pensé le bâtiment, donc ça c'est le build, et il y a comment vous l'utilisez et à l'utilisation avec les locataires, etc. Là, vous avez un score in-use. Et pour tous les deux, nous sommes super fiers d'avoir eu excellent. Et voilà, donc ça c'était déjà assez unique à l'époque, c'était déjà assez visionnaire. On a un propriétaire qui veut faire mieux, toujours mieux, donc c'était déjà un des premiers. Et ce qui était déjà unique à l'époque, c'est qu'il avait déjà mis en place un système de ventilation et de circulation d'air dans le bâtiment pour essayer de maximiser ce qu'on avait déjà avant de faire intervenir de la clim, du chauffage, etc. La première raison, c'est parce que sinon c'est du gaspillage, voilà, déjà, simple. Et la deuxième, c'est parce que ça optimise fortement les charges locatives, puisqu'on enclenche les systèmes de refroidissement et de chauffage uniquement quand on en a besoin. Et en plus, on l'avait lié aussi aux ouvrants, c'est-à-dire que si tu ouvrais une fenêtre, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de chauffage, etc. À l'époque, aujourd'hui, tout le monde dit oui, mais à l'époque, c'était quand même déjà novateur. Je continue un petit peu les histoires, parce que quand même, depuis 2008, il s'en est passé des choses. On a fait des rénovations, des améliorations, parce que quand on a un campus comme le nôtre, il faut que tous nos locataires aient accès au même niveau de service, à la même prestation. Donc vous imaginez bien qu'il y a quand même une différence entre un bâtiment de 2019 et un bâtiment de 2008. Donc il fallait faire du rétrofit, il fallait upgrader les bâtiments. Donc on a commencé avec plein de petites choses qui sont très terre à terre, comme améliorer les contrôles d'accès, mettre des lumières automatiques, etc., etc., etc. Et puis en 2023, on a eu la certification CO2 neutre, Scope 3. On était le premier bâtiment de bureau en exploitation à l'avoir sur Luxembourg. Un petit peu fier quand même. Et voilà. Et donc, du coup, comme on a eu ce label-là, si on veut rester dans les clous et si on veut le maintenir, on a dû digitaliser encore plus parce qu'on doit prouver encore plus de choses et on n'avait pas les moyens de pouvoir donner les mesures adéquates. Et donc, du coup, c'est là qu'on a commencé à digitaliser le bâtiment encore plus avec un réseau LoRaWAN qu'on a installé dans le bâtiment avec pour premier objectif le télérelevé de toutes les dépenses énergétiques pour qu'on puisse rassembler tout ça, voir là où on pouvait améliorer, parce que la première étape pour faire mieux, c'est de savoir ce qu'on a. Donc là, on est en phase d'observation, ça va se terminer à la fin du mois d'octobre, et on peut maintenant bien lire tous nos compteurs, on a même installé des sous-compteurs, etc. Donc ça, c'était la première étape. Et maintenant, on va l'upgrader, on va passer au pilotage automatique, parce qu'avec des technologies comme ça, on peut piloter la clim, etc., en fonction des paramètres de confort à l'intérieur. Donc là, normalement, on sait qu'on va faire de substantielles économies d'énergie, ce qui est très important et un petit peu l'essentiel. Et ensuite, comme on a déjà le backbone, on pourra ajouter des facteurs de confort, des autres capteurs pour essayer de faire encore mieux, toujours mieux, avec moins. L'avantage de ces réseaux-là, c'est qu'on peut plugger des choses presque à l'infini, je serais tentée de dire. Donc voilà, pourquoi on le fait ? Pour le confort des locataires et pour garder les charges locatives au minimum. Parce que moins on consomme, moins on doit refacturer. C'est aussi simple que ça. Et aussi pour protéger notre investissement, on a 6 bâtiments, il faut qu'ils gardent leur valeur sur le marché, il faut qu'on puisse les utiliser le plus longtemps possible et il faut rester attractif pour qu'on puisse fonctionner en fait. Voilà, notre business à nous, c'est quand même de louer des bureaux qui sont well-being at work. Donc voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup Virginie pour cette présentation. Je vais passer la parole à Luc qui va rentrer un peu plus dans la technique et vraiment vous montrer quel impact le smart building peut avoir sur un bâtiment. Bonjour à tous, merci de votre attention. Donc j'ai créé 5GA, c'est le dernier né d'une longue série de sociétés que j'ai créées. La première étant il y a une vingtaine d'années en France, l'autre il y a 10 ans en Belgique et il y a 2 ans au Luxembourg.
qui a pour spécialité en fait la mise en place de solutions sans fil. Et donc, ça va être important dans le cadre de la présentation, c'est de montrer la profondeur d'expérience qu'on a pu avoir par rapport à différentes problématiques qui ont déjà été évoquées par d'autres intervenants. Donc, notre challenge qu'on s'est mis, c'est de rendre une ville ou un bâtiment digital en moins d'un mois. Pourquoi? Ça paraît un petit peu ambitieux comme ça parce que voilà, mais nous, on travaille sur des technologies sans fil. Virginie a déjà expliqué la capacité des réseaux LoRa, mais il y a aussi le Narrowband IoT. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il existe un ensemble de solutions qui permettent une couverture facile et non coûteuse de l'ensemble des éléments constitutifs d'un système, que ce soit un bâtiment ou que ce soit une ville. Alors, au fur et à mesure de notre expérience, on s'est rendu compte en fait que la chose la plus compliquée, c'était pas d'afficher de manière très sexy des résultats, mais c'est de pouvoir capter la bonne donnée et la transmettre dans un monde digital. Parce que, comme l'a souligné la première intervenante, cette situation multiprotocole est un véritable cauchemar. Donc on parle de différents protocoles de captation de la donnée, des protocoles informatiques pour traduire cette donnée dans des langage interprétable par des gestions techniques de bâtiments, par des building operating systems. C'est une couche qui est une couche très très compliquée et notre société a travaillé très très fort sur une couche d'abstraction intermédiaire qui permet en fait d'installer ces solutions rapidement sans qu'il y ait beaucoup de travaux de type informatique à faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans le panel, mais une des premières références qu'on a fait dans le monde de l'économie d'énergie, c'était une école en province de Liège, en Belgique, où, comme vous le savez, c'est une véritable gabegie énergétique, parce que les radiateurs sont à fond, les fenêtres sont ouvertes, etc. Donc on a mis en place un réseau LoRa local, des capteurs de température et associés à des capteurs de qualité de l'air, puisque les deux vont maintenant ensemble, qu'on a associé avec un système de gestion technique de bâtiment bidirectionnel. On a mis en place des vannes thermostatiques LoRa qui permettent de faire de la régulation automatique et contrôlée des consommations énergétiques et de la température qui règne dans les différentes salles. Le meilleur return on investment que j'ai eu, c'est en moins d'une semaine, c'est pour la gestion du parc des fontaines à Bruxelles. Avant, il y avait une personne qui prenait sa petite voiture et puis qui allait ouvrir les fontaines. Et puis, nous, on a mis en place un système de gestion à distance de ces ouvertures, fermeture des fontaines. La personne ne doit plus se déplacer. La société qui faisait la maintenance est complètement libérée par rapport à des déplacements qui étaient très, très coûteux. Donc, il existe des petits cas de figure qui sont très, très intéressants et qui sont des returns d'investissement très, très simples. Alors, sur des références un petit peu plus complexes, on a équipé totalement l'hôpital Robert Debré à Paris, où il y a plus de 1000 chambres, et toutes ces chambres sont maintenant au confort du patient. On leur donne la possibilité de contrôler la température dans leur chambre de manière centralisée grâce à une application avec un smartphone autour d'un système BACnet qui gère tout ça. La SNCF, on gère tous leurs centres techniques en termes de gestion énergétique, mais on peut aussi faire de la prévention de sécurité, de la prévention de gestion de terrain, de la fermeture de portes ou pas. Donc on a mis en place des solutions qui sont un petit peu plus élaborées parce que, comme le disait Virginie, il existe aujourd'hui une infinité de possibilités de capter à peu près n'importe quoi. La difficulté, c'est de le traduire dans un langage métier pertinent et d'avoir un return sur l'investissement de ce qu'on fait, bien sûr. Parce que tout est possible. Quand on dit que tout est possible, ça n'aide pas pour les choix. Voilà, j'avais une dernière slide que j'avais rajoutée en dernière minute, donc vous n'avez probablement pas eu le temps de la mettre. Mais ce qui est très, très important de considérer dans un projet Smart City et Smart Building, c'est que davantage, c'est un projet métier. Ce n'est pas du tout un projet technologique. On a tort de regarder ces projets avec la lorgnette technologique. On a tort de vouloir faire des proof of concept avec du matériel qui n'est pas pérenne et du matériel solide. C'est chaque fois un projet opérationnel sérieux. On doit investir au niveau du management dans cette initiative et on doit transférer le knowledge. Et on doit surtout s'entourer de partenaires qui connaissent les choses. Aujourd'hui, comme quand je vous parle, nous développons maintenant des solutions avec
avec le CFL, avec Poste, avec la commune de Dudelange, avec Campus Contern, puisque l'acteur dont Virginie vous a parlé sur la digitalisation du bâtiment, c'était nous. Et voilà, je serai ravi de répondre à vos questions plus tard et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Luc, pour cette présentation. On voit que les technologies existent, donc les technologies sont assez matures pour répondre aux problématiques et aux besoins du smart building et de la smart city. Maintenant, je vais laisser la place à Mehdi, qui va faire la liaison entre le smart building et le BIM. Bonjour à tous, donc je suis Mehdi, je suis le gérant de la société BIM Consult, société luxembourgeoise qui a été créée en 2014. Et à l'époque, notre but, c'était finalement d'amener le BIM dans la construction luxembourgeoise. 10 ans sont déjà passés et on se rend bien compte que maintenant, le smart building arrive. Il va falloir faire une liaison entre la maquette numérique et le smart building. Donc ici, je vais vous parler de 2 retours d'expérience. Alors j'en ai plusieurs, mais ceux-là en tout cas sont intéressants. Déjà, c'est nos bureaux, et puis de notre part, c'est un client belge où on a modélisé le bâtiment. Et là, on est parti du scan to BIM. C'est-à-dire que c'était un bâtiment existant où tout a été démonté, arraché. À partir de là, on a scanné le bâtiment. On a remodélisé à partir des plans as-built la structure existante. Puis avec l'architecte, les ingénieurs, on a reconstruit l'intérieur du bâtiment. Avec aussi des réseaux existants, etc. Donc on a travaillé avec une équipe de maîtrise d'œuvre sur ce bâtiment-là, où on a apporté donc, tout ce qui était coordination, synthèse du bâtiment. Donc on a pu coordonner les techniques à l'intérieur du bâtiment et ainsi gagner en temps, en productivité, gestion des plans d'exécution. On a travaillé aussi avec l'entreprise générale. Là-dessus, on a créé les plans d'exécution. Et donc, à partir de là, on arrive maintenant à l'as-built et il se fait qu'on a une maquette numérique. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette maquette numérique-là? Alors, cette maquette numérique-là, on a décidé de la lier aux IoT. Donc, la mission a été voilà, c'est le bâtiment ici que vous voyez. Donc, c'est une tranche du bâtiment, c'est un bâtiment de 7 étages, où là, on a travaillé avec le client pour aller lier le système de GTC aux sondes qu'on a aussi modélisé. Et tout simplement pour que le client il ait un aperçu de ce qui se passe dans ce bâtiment à travers la maquette numérique. À l'heure actuelle des choses, ou à l'heure que je vous parle, le client ne veut pas interagir avec son système. Il va juste consulter à travers de tableaux de bord où on va lui donner des statistiques de tout ce qui est collecté à l'intérieur du bâtiment. On a des petits camemberts fort sympathiques pour la consultation, sur la gestion des espaces, etc. Parce qu'il faut savoir aussi que ce bâtiment-là, en plus de l'IoT, il y avait aussi toute la partie inventaire du bâtiment. Le type de porte, la maintenance aussi, etc., etc. Et donc, on a un petit peu combiné les deux. La maintenance, les inventaires, mais aussi les IoT. Ici, vous avez donc nos bureaux avec, on a capté, alors c'est un vieux bâtiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans les vieux bâtiments, dans les anciens bâtiments, on peut y mettre des sondes. C'est très rapide maintenant, on a la technologie pour le faire, où là on a capté différentes choses. Donc on est en train de monitorer, alors c'est le début, on n'a pas encore énormément de data, mais l'idée c'est de monitorer les températures CO2, on a aussi capteur d'humidité à l'intérieur du bâtiment, donc on a différentes vues de ce qui se passe. Et moi ce que j'ai envie de faire là-dedans, tout simplement, c'est de mettre, parce que le smart building, il faut absolument mettre, comme on l'a dit tout à l'heure, l'humain au centre de tout, quoi. C'est que nous, on n'est pas des robots, on ressent des choses. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'avait proposé Amazon à une époque, ça s'appelait Dash Button. Vous avez entendu peut-être parler de ça. Vous êtes près de votre machine à café, et puis il n'y a plus de café, vous appuyez sur un bouton, vous commandez à Amazon du café. Et bien ici, c'est ce que j'ai envie de faire, en tout cas dans nos bureaux, c'est de dire j'ai trop chaud ou j'ai trop froid, avoir un Dash Button qui dit moi en tant qu'utilisateur, là j'ai trop froid ou là j'ai trop chaud. Donc on va essayer de mettre en place pour finalement comparer les données qu'on a du smart building et puis les données de l'humain derrière, et puis un peu faire des KPI et puis mesurer tout ça. Donc là, ce qui nous reste encore à faire, parce que c'est un projet qui est ongoing, donc on n'a pas encore terminé, simulation et optimisation énergétique du bâtiment, puisqu'on a toutes ces datas, etc. Peut-être qu'on pourrait voir comment améliorer l'efficacité de notre bâtiment, ce qui a été dit par les membres de la SBA. Donc voilà, on est tous un peu sur la même longueur d'onde. Et puis pourquoi pas, mise en œuvre de la gestion en temps réel. Ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit récemment, donc on va juste visualiser, et pourquoi pas monitorer avec des smartphones et échanger les informations. Voilà pour ma part, j'arrive à la fin de ma présentation.
Merci beaucoup, Mehdi. Donc, qui montre qu'au Luxembourg, on sait aussi allier les données avec le BIM. Maintenant, je vais laisser la parole à Rudy, qui représente Brunata et qui va vous présenter quelques solutions liées au smart building. Alors, bonjour. Donc, Rudy Kesch, je travaille pour Brunata, Itrash, Smart Metering et quelques autres sociétés ici au Luxembourg. Ce sont des groupes qui se présentent dans toute l'Europe, mais je vais vous parler des spécificités du Luxembourg ici. Oui, merci. Je vais essayer de parler plus fort aussi, désolé. Merci. Voilà. Alors, je vais vous parler d'une approche plus de terrain de la problématique des smart buildings. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites depuis plus d'un siècle, beaucoup de capteurs qu'on trouve déjà dans les bâtiments, mais ils n'étaient pas encore smart dans le sens où ils n'envoyaient pas des données à distance. On allait finalement sur place, on regardait des capsules avec un petit peu de liquide dedans et puis on voyait la consommation. Ça, c'était il y a un siècle. Tout ça, ça a bien évolué. Maintenant, il y a un tas de produits, et je vais vous parler ici de produits détecteurs de fumée, de différents compteurs de poubelles intelligentes, etc., de bornes électriques. Voilà. Je commence par les poubelles intelligentes. Donc, je vous parle d'un produit ici, Itrash. C'est une société qui a été lancée il y a 8 ans. L'idée, c'était de permettre aux copropriétés d'optimiser leur gestion des déchets, sachant qu'au Luxembourg, il y a une grosse problématique avec les déchets. C'est un des pays où la consommation de déchets était la plus haute d'Europe, voire même du monde. Et ce produit Itrash avait pour but de faciliter, d'inciter les gens à faire du tri. On en est à la 3e version parce qu'on a appris du terrain différentes choses. Entre autres, le fait que dans certaines copropriétés, donc je parle de copropriétés où il y a des habitations, des appartements, la plupart des gens jouent le jeu, mais parfois quelques utilisateurs ne le font pas, jusqu'à aller à casser les dispositifs pour ne pas payer. C'est des choses qui existent, mais généralement, en moyenne, les gens l'utilisent plutôt bien. Et il y a un tas de résidences où ça se passe très très bien. On a fait évoluer pour être de plus en plus robuste également à cause des entrées-sorties. C'est plutôt des personnes qui ont une certaine force qui font les entrées-sorties dans les copropriétés. C'est toujours des choses qui sont sous-traitées dans les grosses immeubles à appartements, simplement parce que chacun n'a pas envie de s'amuser à sortir la poubelle pour les autres. Donc ce sont toutes des problématiques qui font qu'on a besoin de produits dans les espaces communs, de produits robustes qui tiennent. Avec la 3e génération de ce produit, on met également des capteurs pour voir la hauteur. Et ce sont des choses maintenant qui sont demandées également par les communes. Donc c'est smart parce que ça envoie la consommation sur des serveurs, après on peut en tirer des choses. Et également parce qu'il y a des capteurs qui permettent d'optimiser les tournées après pour vider, faire voilà, la gestion des déchets. On n'a pas les camions qui passent toutes les semaines à la même date, on peut également optimiser. Certaines communes au Luxembourg sont demandeurs. Voilà. Depuis cette année, il y a une loi du pollueur-payeur qui est passée au Luxembourg, qui est applicable. Donc il y a tout un article que j'ai mis là. Ce qui est intéressant, c'est que malgré cette loi, on n'a pas une demande plus élevée. C'est même plutôt le contraire. Tout le monde se regarde et dit, mais tiens, c'est pas ma responsabilité. Il y a cette loi du pollueur-payeur, mais ce n'est pas la responsabilité du locataire. Le propriétaire ne veut pas payer. Les syndics de copropriété trouvent que c'est trop de travail et ne sont pas vraiment dynamiques. Les communes disent on n'est pas la police et finalement l'administration n'a pas encore mis de contrôle en place. Donc malgré la loi, on voit que ça ne marche pas spécialement mieux. Par contre, on a d'autres moyens en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire de société pour faire évoluer les choses. Donc ici, je mets un exemple de projet. C'est la résidence Jazz à Belleval. On avait fait un petit article dessus à l'époque. On voit la situation avant et après. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on met ces systèmes en place, on diminue l'espace. On a diminué par 2 le nombre de poubelles. C'est des espaces qui peuvent être utilisés pour d'autres choses, mettre les vélos, etc. Et également, en termes de coûts, ça diminue les coûts. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu différentes choses là-dessus. Ensuite, je vais passer à la chose qui intéresse généralement le plus les gens. C'est ce qui est le plus dur en copropriété. Copropriété, c'est tous les gens qui vivent en appartement. Donc, c'est quand même une masse importante qu'on ne peut pas passer à côté. On voit sur ce slide, depuis qu'il y a le produit Itrash, depuis 2018, on voit la baisse de la quantité de déchets par année. C'est très intéressant de voir que ça évolue encore dans le temps. Les comportements s'améliorent en voyant l'effet justement de ce tri où tout le monde joue le jeu de plus en plus
améliore les choses. On voit également que les taxes sont de plus en plus hautes. Si on regarde uniquement les frais, on voit que ça évolue pas de manière linéaire, mais si on regarde la consommation en kilos de déchets, ça baisse vraiment très vite. Voilà. Je vais passer directement au deuxième. Voilà, ça c'était pour un premier projet, un projet e-trash, et je vais passer maintenant à un deuxième. Je vais essayer d'être assez rapide, autrement 10 minutes c'est un peu long. Voilà. Alors ici, vous voyez un petit peu tout type de compteur intelligent. C'est des choses qu'on peut mettre dans des habitations existantes, très très vieilles, sous tout type de configuration, simplement parce que parfois pour des raisons économiques, parfois par des raisons de spécificité des bâtiments ou de dynamique, parce que c'est très complexe la dynamique des copropriétés. Qui est responsable, qui prend la décision, ça doit être voté en AG, est-ce que c'est une unanimité absolue ou pas, il y a énormément de lois, c'est assez compliqué. Donc on essaie de déployer différents types de compteurs, souvent sous le modèle de la location, ça coûte moins cher, c'est plus facile pour faire les acceptations en assemblée. Et donc, on a des détecteurs de fumée, des compteurs d'eau, d'électricité, de gaz, de chaleur, de chauffage, etc. etc. J'ai parlé des poubelles intelligentes avant. On peut parler des bornes électriques de recharge pour les véhicules électriques. Et puis également d'autres produits que je ne fais pas, mais qui sont également smart. Les panneaux solaires, les chaudières, les pompes à chaleur, qui sont des produits indirects. Nous, on fait le décompte de tout ça. Donc ce sont toutes des choses, les ascenseurs connectés, sont toutes des choses qui de plus en plus sont de l'écopropriété. Tout ça, ça envoie des données vers des serveurs et donc on a toute la problématique après de traiter ces données. Voilà. Au Luxembourg, on a pas mal de lois en place. Pour les détecteurs de fumée, c'est une obligation. On a la loi du pollueur-payeur dont j'ai déjà parlé. Il y a également les obligations et lois européennes, directives et règlements européens qui sont en place. Je parle également du JIA ici sur le slide. Au Luxembourg, on était en train, je faisais partie du groupe qui est en train de définir une norme nationale pour le câblage vertical. Le règlement européen JIA demande maintenant la fibre. On était plutôt sur du câble, on n'avait pas spécifié lequel. Maintenant, il faut passer à la fibre pour 2026. Donc, ce sont des contraintes qui sont en place. On voit qu'il y a énormément de lois. Il y a également des lois européennes sur la consommation. Il faut qu'on ait la consommation exacte des gens, ça c'est l'idée. Donc, toutes ces lois font que les compteurs doivent être déployés de plus en plus pour tout type de consommation. On va parler de consommation de ressources, pas uniquement d'énergie. Ressources parce qu'il y a également les déchets et autres. Alors, tous ces capteurs, toutes ces informations dans les smart buildings, on capte ces données et on peut les utiliser pour faire des choses plus intelligentes et de plus haut niveau. Si on parle des déchets, ben voilà, on peut optimiser les tournées, j'en ai parlé. Les bornes de recharge, mais ça permet de parfois avoir une seule borne pour plusieurs ménages, d'optimiser l'espace de la charge, d'optimiser finalement ces espaces de parking. On va avoir les consommations de tout type d'énergie. Et on va parler de bilan CO2, je montrerai quelques exemples après. Les détecteurs de fumée qui sont reliés au système de CG10 qui permettent de donner des alertes en cas de feu. On a également des niveaux d'alerte prédéfinis qu'on peut mettre sur différents compteurs. Donc tout ça, ça permet d'optimiser quoi? La consommation. Maintenant, en plus de ça, il faut aller un petit peu plus loin et donner des informations aux utilisateurs pour qu'ils puissent prendre des décisions. Alors, ici, je montre un exemple très simple sur une application mobile. On peut aller plus loin et mettre des portails en ligne avec beaucoup plus de données. On se rend compte à l'utilisation que et les lois et les règlements qui sont en train de passer au Luxembourg et les demandes des utilisateurs se portent plutôt sur des valeurs mensuelles en ce qui nous concerne. Donc, notre option pour le moment, c'est de mettre en place un maximum d'outils avec des valeurs mensuelles pour tout type d'informations, le chauffage, l'eau, l'électricité, les déchets, etc., avec des comparatifs de mois en mois et d'année en année. Donc ça, c'est ce qu'on met en place. Les règlements, par exemple, sur tout ce qui est compteur d'eau, d'électricité, sont en cours, ne sont pas finalisés. On attend pour déployer. Dès que les lois sont en place, on déploiera en fonction, on s'adaptera en fonction. On a déjà des choses, mais on s'adapte à l'évolution finalement législative pour ne pas être à côté. Ici, vous voyez également une problématique, j'ai juste touché un mot par rapport aux syndics de copropriété qui gèrent généralement pour les propriétaires. Ici, c'est un exemple de dashboard où les syndics peuvent directement gérer les différentes consommations et peuvent supprimer des records erronés. Par exemple, s'il y a eu double badgeage, quelqu'un qui aurait badgé 2 fois par erreur, le syndic peut lui-même directement gérer les justes consommations. Donc, au-delà d'avoir les informations, on peut également donner un petit peu plus de valeur et gérer les erreurs. Voilà. Et
le Graal, la vraie problématique, finalement, c'est combien je paye. On peut sortir toutes les technologies, on peut avoir les meilleurs business models, utiliser les buzzwords tels que smart, etc. Au final, qu'est-ce qui intéresse les gens? Combien je paye et quel est mon impact écologique? Donc ici, simplement un petit décompte, un exemple de décompte. Voilà. Et ce qui intéresse les gens, Delphine, tu en as déjà touché un mot, on a toutes ces données, dans notre cas en tout cas, on les envoie sur des serveurs. Ces serveurs, il faut qu'ils soient hyper sécurisés. On a la chance au Luxembourg qu'il y a des data centers Tier 4 hyper sécurisés. C'est ce qu'on utilise et on respecte les règlements RGPD. Voilà, voilà. Donc différents exemples d'utilisation au Luxembourg, mais qui sont applicables également dans toute l'Europe. Merci beaucoup, Rudy, pour cette présentation. On voit que les technologies sont là, les acteurs sont là, mais on a beaucoup parlé de smart building. Maintenant, je vais laisser la place à Sanel de chez Schröder et Associés, à Sahel, pardon, pour présenter plus le côté smart city. Merci, Michael. Merci, Michael, et bonjour à tous. Donc, comme Michael vient de le dire, je m'appelle Sahel Gramdi, je fais partie du bureau Schröder et Associés. Et on a vu dans les présentations précédentes l'importance des smart meters, comme Rudy vient de les présenter, ou de manière générale de l'Internet des objets. Et on va regarder ensemble comment, en tant que bureau d'études, on essaie de valoriser ces données pour définir une stratégie durable territoriale. Donc, on le sait tous, on doit réduire nos émissions de CO2. Il y a les objectifs de 2030, on doit réduire de 55% nos émissions. Et l'Union européenne a défini des vecteurs pour atteindre ces objectifs. Et chez Schröder et Associés, c'est un peu décalé, c'est pas grave. Chez Schröder et Associés, on est principalement actif au niveau des bornes de recharge, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et donc, pour aider nos clients à atteindre leur objectif d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, nous avons développé une méthodologie que nous appelons le Sustainable Action Plan. Et c'est une méthodologie qui intègre les objectifs Schröder 2030, qui sont des missions intégrées, durables et d'excellence. Et donc, cette méthodologie, elle se base sur un outil SIG que nous avons développé en interne avec notre service digitalisation, et il se présente de la manière suivante. Donc, c'est la carte d'un territoire où nous avons modélisé l'ensemble des bâtiments en 3D. Et vous voyez que ces bâtiments, ils ont différentes couleurs qui vont du vert au rouge et qui identifient les émissions de CO2 des bâtiments. Donc, plus on va vers le rouge, plus le bâtiment émet du CO2. Si on zoome sur un bâtiment, on atteint sa carte d'identité qui identifie différents paramètres, et on peut imaginer que ces paramètres proviennent de smart meters, proviennent de smart building. Et ici, par exemple, on peut voir les émissions de CO2 du bâtiment, de la situation actuelle, les émissions de CO2 du bâtiment s'il était complètement rénové. On peut aussi réaliser des calculs automatisés au niveau du SIG qui peuvent identifier, par exemple ici, les économies financières qu'on peut obtenir grâce à la rénovation du bâtiment, dans ce cas-ci, de l'ordre de 1 000 € par an d'économie. Et on a également intégré le potentiel photovoltaïque du bâtiment, pour ce bâtiment, une trentaine de kilowatts crête. Ce SIG, on a également défini un dashboard qui permet d'identifier l'ensemble des données, de synthétiser l'ensemble des données, par exemple les émissions de CO2 ou la typologie des bâtiments. Là, on voit que ce territoire est principalement des bâtiments d'habitation, ou encore le nombre de bâtiments par année de construction. Mais ce qui est le plus important, le plus intéressant, c'est les filtres que l'on peut appliquer. Et si on fait un exemple ici, on a appliqué un filtre sur les bâtiments non classés. Donc on sait que les bâtiments classés, c'est très compliqué, donc on les élimine. On fait aussi un filtre sur les bâtiments qui ont un fort potentiel photovoltaïque et les bâtiments qui sont
qui sont des bâtiments et équipements publics au niveau du PAG. Et là, on voit que le dashboard se met à jour. Et à partir de ça, on l'a fait sur 5 communes, sur un syndicat intercommunal qui regroupe 5 communes du sud du pays. Et on a appliqué ces filtres. Bâtiments, équipements publics, bien adaptés au photovoltaïque. Et là, on obtient ces puissances par commune. Donc, on voit 4 pour Bétambourg, par exemple, 4 MW crête, c'est assez important. Et au total, on voit un pool de 18 MW crête. Et on peut définir des calculs automatisés qui nous définissent la production théorique. Et là, dans ce cas-là, pour ce syndicat intercommunal, on obtient 16 gigawattheures qui correspond à peu près à 5000 foyers luxembourgeois. Donc on voit qu'avec les données qui proviennent des smart buildings, on peut définir des stratégies ici pour implémenter des panneaux photovoltaïques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Audrey pour le Smart Grid. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Audrey Fomberto et je suis ingénieure dans le bureau d'études de Schroeder et Associés. Donc pour ce retour d'expérience, ça marche pas. Ah, ok. Pour ce retour d'expérience, donc je vais vous parler un peu de Smart Grid. Donc pour avoir du Smart Building, il faut déjà construire toute une infrastructure. Donc, en tant que Schroeder et Associés, nous avons travaillé sur un projet pilote en assistant My Connectivity pour la commune de Berdorf. Donc, l'objectif pour cette commune, c'était d'étudier un peu la couverture en fibre optique. Donc, comme on peut le voir, la commune de Berdorf est une zone blanche, donc on est proche des 0% en couverture de fibre optique. Donc, l'objectif numéro 1, c'était l'amélioration de la connectivité afin d'atteindre une couverture de 100% en fibre optique. Donc pour ce faire, Schroeder et Associés a créé un groupe de travail où nous avons analysé l'infrastructure existante sur la commune de Berdorf et nous avons établi une feuille de route. Donc qu'est-ce qu'on appelle feuille de route? C'est planifier les travaux et orienter des actions ciblées pour connecter le territoire de Berdorf. Donc, ce groupe de travail, il y a eu My Connectivity, Schroeder et Associés, et Post et Creos. Donc, pourquoi Post et Creos? Parce que nous avons fait une enquête avec tous les concessionnaires présents sur le territoire, et c'est les 2 concessionnaires qui ont répondu à l'appel pour participer à des travaux d'infrastructure d'envergure. Parce que pour mettre la fibre sur le terrain, il faut des travaux assez de haute envergure. Et Post et Creos ont répondu à cet appel-là. Pour l'outil de travail, nous sommes partis avec AutoCAD Map 3D pour faire du SIG, donc Système d'information géographique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va travailler sur une carte sur laquelle on va intégrer toutes les données, par exemple les parcelles, les adresses, le nombre d'appartements par parcelle, qui est très important pour la fibre. Et on va intégrer toutes les infrastructures existantes, mais aussi projetées. Quand on a fait cela, on analyse et on exploite ces données. Et cela nous permet de créer un planning. Donc, on est parti tout d'abord sur le centre de Berdorf et nous avons divisé ce centre en 4 phases. Donc, actuellement, en ce moment, on est en phase soumission pour la phase 1 et on commencera les travaux en novembre 2024. Voilà, donc ce qui a été le plus dur dans ce projet-là, c'était de réunir tout le monde et de commencer les travaux, car des fois et souvent, les concessionnaires sont un peu frileux pour les travaux d'envergure et ils ont du mal à se lancer dans les travaux. Donc, avec cette mission-là, c'était très important et ça nous a appris beaucoup de choses. Et ça a permis à tout le monde de se réunir autour de la table et commencer les travaux. Donc ça pousse les gens à mettre la fibre sur le territoire. Voilà, merci.
Merci. Alors nous allons, voilà, je vous propose du coup pour poser des questions, toutes les questions que vous pouvez avoir pour nos intervenants, en fait, en scannant ce QR code, c'est sur Slido. Du coup, on va pouvoir projeter aussi, ou pas, je vais voir si on arrive à projeter vos questions, mais en tout cas, moi je les aurai sur mon portable pour qu'on puisse du coup les relayer. Et ensuite, vos questions-réponses, et nous-mêmes avons des questions à la salle. En fait, notre enjeu, c'est on se fédère ensemble, et du coup, comment est-ce qu'on peut entraîner aussi et faire des démonstrateurs au Luxembourg avec la force que l'on a vue aujourd'hui avec Sustainable Places, les acteurs de la recherche, comment et sur quel type de projet on pourrait se mobiliser au Luxembourg pour pouvoir faire la démonstration de la valeur ajoutée des technologies smart, à la fois pour des gains en termes énergétiques, voilà, donc des gains en termes de pilotage, de pilotage pour les communes, pour les acteurs publics aussi. Il y a beaucoup d'enjeux à déployer ces technologies et du coup, on souhaite vraiment pouvoir s'impliquer dans des démonstrateurs et des recherches. Et du coup, voilà, c'était un appel aussi à idées. Donc, je vais essayer d'aller voir. Je vous laisse 2 minutes pour pouvoir poser vos questions et je vais voir comment les projeter. J'en profite pour dire quelques mots. On voit que vraiment le cœur du smart building et de la smart cities, c'est vraiment les data. Donc aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des data et des systèmes qui soient interopérables. Et toute la complexité, justement, c'est de faire en sorte que dans un SIG, on puisse récupérer des data d'un smart building, qu'on puisse l'intégrer aussi dans le BIM, et tout ça de manière automatique pour maximiser les performances et l'efficacité de l'ensemble du système. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et aujourd'hui, on pense que le Luxembourg, qui est un petit pays, certes, mais je pense que ça peut être à notre avantage, c'est-à-dire qu'en étant petit, on connaît tous les acteurs, on parle beaucoup de My Connectivity, ils font partie de la SBA au Luxembourg, et donc ça permet de simplifier un maximum les échanges. Donc là, autour de la table, aujourd'hui, on est capable de mettre en place un smart building. On a l'ensemble des acteurs dans la SBA. On aimerait en avoir plus, donc j'invite donc les entreprises luxembourgeoises ou les acteurs luxembourgeois à nous rejoindre. Mais on est prêt vraiment à intégrer des projets de plus grande envergure, des projets de type projet européen, pour montrer aujourd'hui, ici à Luxembourg, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on fait déjà, c'est important, via le SRI, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport à d'autres pays. Et je pense que c'est plus rapide de le mettre en place ici avec un écosystème plus étroit, plus serré, plus restreint. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Oui, s'il y a des gens qui ont posé des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur Slido. Vous avez le QR code pour vous y connecter. Mais donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de montrer que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui à Luxembourg, on est prêt. Mais maintenant, après, il faut trouver ensemble des projets concrets sur lesquels on peut appliquer ces concepts-là et faire en sorte que ces projets ne soient pas simplement des prototypes, mais que ça devienne du commun, des projets courants, et que demain, on puisse dire on ne fait plus de bâtiments, on fait des smart buildings. Alors, si elle ne s'affiche pas, moi, je vais pouvoir poser les questions. Est-ce que la SBA Luxembourg souhaite se positionner comme partenaire de soumission sur les appels à projets de la Commission européenne? Oui, la réponse est effectivement cette envie-là. Après, aujourd'hui, on est plusieurs acteurs. C'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à répondre à des appels à projets. Donc, on cherche forcément des partenaires pour pouvoir le faire. Tout à fait. Je vais aussi ajouter une chose, c'est qu'on est plusieurs acteurs. Et au sein de ces acteurs-là, on a des acteurs qui ont déjà intégré et été partenaires de projets européens.
Je vois Schröder, Neobil, on a déjà participé à des projets européens, donc on sait comment ça fonctionne. Après, certes, il y a d'autres acteurs qui n'ont jamais participé, mais on peut, on va dire, les liens, ils sont assez étroits pour qu'on puisse s'aider, s'entraider pour participer à des appels à projets. Jusqu'à quel point les solutions présentées sont interopérables, en tout cas considèrent les standards européens? Donc peut-être les solutions, Rudy, si tu veux en parler, parce que je te challenge souvent sur alors c'est interopérable, comment on récupère la data? C'est ça. Ça va, on m'entend? Le micro fonctionne? Ouais. Nickel. Le Luxembourg s'aligne finalement aux règlements et aux directives européennes. Donc il y a un tas de lois, j'en ai montré quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus qui sont applicables au Luxembourg. Donc les acteurs les respectent. Et de manière générale, de ce que moi j'en vois en tout cas, avis personnel, il y a des pays qui sont un petit peu plus en avance que d'autres. Si je pense par exemple à l'Allemagne pour tout ce qui est valorisation des données de consommation, il y a une pénétration sur le marché qui est plus importante, le marché est plus mature en termes de nombre d'habitations qui sont équipées. Je vais plutôt le dire comme ça. Donc, en termes d'équipement, on voit, par exemple, si je prends la Belgique, la Flandre est plus équipée que Bruxelles et Bruxelles est plus équipée que la Wallonie. En France, il y a un cas intéressant aussi, le Nord, mais c'est des spécificités faciles à comprendre. Le Nord est plus équipé que le Sud, simplement parce que dans le Sud, on a moins besoin d'optimiser l'énergie parce que les hivers sont moins rudes. Donc, en tout cas, c'est des choses qui sont assez standards. En tout cas, en termes de Luxembourg, toutes les directives et les lois européennes sont respectées. Les produits qui sont utilisés de manière générale respectent les obligations européennes. Et dans le cas des produits que je présentais, il y a beaucoup de choses qui sont faites made in Luxembourg. La poubelle intelligente, c'est du made in Luxembourg, fabriqué par la société Berle ici à Luxembourg, à Kontern. Et tous les produits que j'ai montrés, les images, ce sont des produits qui sont fabriqués en Europe, la majorité en Allemagne et une partie dans les pays de l'Est. Donc, Luc, oui, ça respecte. ouais, pardon, merci. Et peut-être il y a Luc qui voulait aussi Oui, je pense qu'on a un retour d'expérience aussi là-dessus. Oui, on a parlé de la compatibilité avec des normes, avec des législations, etc. On peut aussi descendre dans une couche un petit peu plus basse en termes de compatibilité de données. Donc, il faut savoir que pour que tous ces systèmes puissent fonctionner ensemble, il faut qu'il y ait un langage commun. Or, le premier langage qui permet de communiquer, c'est le réseau. Donc, il faut choisir une bonne couche réseau pour faire le transport de la donnée. Dès qu'on a choisi cette couche de transport de la donnée, il faut avoir la possibilité de traduire des capteurs qui parlent LoRa, avec des compteurs électriques qui parlent P1, avec des chaudières qui parlent Modbus, avec des gestions techniques de bâtiments qui parlent BACnet. Et c'est là la grande complexité des choses. Et donc, il existe sur le marché des outils qui permettent de faire des traductions bidirectionnelles de tous ces protocoles vers tous les protocoles, et donc de pouvoir s'agréger facilement à des solutions existantes, mais aussi de pouvoir avoir une roadmap réelle du smart building et de la smart city. Voilà, c'est une couche un petit peu basse, c'est pas la couche la plus sexy, mais en tout cas, c'est la couche qui permet au projet de se réaliser en réalité. Merci. Rudy, il y a une question pour toi. Tu as mentionné la réduction de la surface nécessaire pour les poubelles. Est-ce que l'administration communale l'autorise? Du coup, comment ils le prennent en compte dans les réglementations bâtisses? Alors, les communes ne veulent pas jouer la police, donc ils nous demandent même des produits pour eux, pour leur utilisation personnelle. On a des partenariats avec certaines communes même font la promotion de ces produits-là parce qu'ils sont écologiquement intéressants. Par contre, il n'y a pas d'obligation en tant que telle pour les espaces. Les espaces, c'est plus des contraintes techniques. Une question de Sébastien. Est-ce qu'on a des interactions sur ces sujets avec la grande région ou les villes frontalières? Oui, Michael, peut-être avec l'SBA France, oui. Mais... Oui. En fait, il faut savoir que la SBA Luxembourg est une initiative, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la SBA France aussi. Donc, on n'a pas forcément de lien direct avec... on est une association jeune, hein, donc on n'a pas encore monté de lien avec des villes ou des territoires transfrontaliers. Mais via la SBA France, c'est tout à fait possible de nous mettre en relation avec ce type de
de services ou de territoires. Donc on peut faire le parallèle. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la SBA France donc dans ce type de projet européen, parce que on est en relation directe avec la SBA Luxembourg, parce qu'on est en relation directe avec la SBA France. Et donc, on mutualise un maximum d'acteurs en ayant, je vais dire, que 2 partenaires au sein d'un consortium. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Comment réagissent les syndics face à ces innovations et la charge de travail éventuellement associée à la gestion des résidences? Alors moi, je vais répondre, je vais donner mon retour d'expérience. Pour moi, en tant que promoteur, j'investis dans ces technologies, je les mets en œuvre dans un bâtiment. Ça doit permettre une meilleure efficience du syndic en termes de gestion de maintenance, une remontée facilitée des données. Donc Rudy a montré le tableau de reporting où toutes les données de consommation, on parle vraiment du logement, sont remontées. Et pourtant, en aucun cas, évidemment, le syndic va dire « donc mon coût va être réduit en termes de management ». Et ça pose question. Ça pose question parce que du coup, on accumule les charges pour les locataires. C'est-à-dire qu'on déploie des outils qui doivent optimiser le travail du syndic. Alors, je pense que c'est là où je parle d'accompagnement du changement, de modèle économique, de répartition de la valeur. Oui, le syndic a un rôle majeur aujourd'hui dans la mise en œuvre parce que c'est lui qui va les utiliser. Et c'est aussi le cas nous, en office. Aujourd'hui, au Luxembourg, il y a encore une pratique, à part les super forts chez Contern, où utiliser un reporting de Building Operating System, c'est compliqué, on n'en a pas l'habitude. Mettre en œuvre, et je l'ai fait, un logiciel d'énergie, d'intelligence artificielle pour superviser l'efficience énergétique, c'est beaucoup plus compliqué que regarder toujours les mêmes courbes sur sa SOTER, sur sa GTC. Donc c'est ça où il y a un véritable accompagnement du changement à mettre en œuvre autour, certes, des syndics, mais aussi des gérants. Et la démonstration, c'est comment est-ce qu'ils vont mieux travailler. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place aussi. Quelles sont les obligations de reporting au niveau européen pour le logement et les bureaux? Notamment, par exemple, la mise en application de la réglementation EPBD au Luxembourg. Est-ce que quelqu'un a... Non, Rudy, non. Dans les faits, aujourd'hui, non, il n'y a pas la mise en œuvre. Moi, je le regrette souvent, c'est-à-dire qu'au niveau des logements, tu l'as dit, on attend encore une réglementation au Luxembourg, alors que normalement, elle était effective depuis janvier 2022, sur le fait que tous les logements, tous les locataires doivent bénéficier de la remontée de leurs données de consommation énergétique dans les bâtiments, dans les copropriétés. Visiblement, tant que la réglementation n'est pas passée, aucun propriétaire, en tant que locataire, je peux vous l'assurer, ne s'inquiète de me communiquer mes consommations mensuelles. Et je dois attendre, si je suis chanceuse, 1 an et demi après pour savoir où est-ce que j'en suis dans mes consommations. Et ça, effectivement, il y a quand même un retard de mise en application qui tarde. Et c'est un vrai souci, je pense à la fois pour la consommation et aussi pour la mise en œuvre de ces technologies. Oui, je t'en prie, oui. Je veux juste ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, les consommations, les choses comme ça, les réglementations. Mais nous, en tant que propriétaires, on a un rôle à jouer aussi parce que c'est à nous aussi de pousser ça. Si on veut améliorer les choses, c'est aussi à nous de dire t'as peut-être pas envie, monsieur syndic, de changer tes habitudes, mais sorry, nous, on veut des datas. Donc, on va le faire. Donc, oui, tu vas venir ouvrir aux gens qui vont installer les choses le week-end, pendant 3 week-ends. Et puis, oui, tu vas avoir des nouveaux KPI et puis tu vas avoir des nouvelles données. Et en fait, au début, ils ne veulent pas, mais personne ne veut. En fait, tout le monde veut garder son petit tintouin là, comme c'est. Et au fur et à mesure, maintenant, on a presque 1 an d'historique et ils sont presque forcés de dire « Ah ouais, c'est quand même, on peut aller quand même super loin ». On peut justement dire, nous, à nos locataires, vous avez consommé tant de temps à temps. Avant, on ne pouvait pas. Et maintenant, on peut vraiment tout leur dire, en fait.
Et finalement, tout ça, c'est la question de l'habitude, comme d'habitude, qui freine. Mais une fois qu'on s'y met, franchement, voilà. Mais oui, les réglementations ont un rôle à jouer, mais nous, on a un rôle à jouer à pousser les choses en disant, voilà, moi, je veux que ça change, je veux faire mieux, donc, tant pis. Voilà, bam, t'es obligé. Moi, j'ai quand même découvert hier, donc, à Sustainable Places, que SRI devait être obligatoire à partir de 2026. L'assessment des bâtiments, des nouveaux bâtiments ou des bâtiments d'une certaine taille, en 2026. C'est juste demain. Et donc, du coup, il faut absolument qu'on monte en compétences. Et je trouve dommage, effectivement, j'ai vu dans le projet de démonstration, comment est-ce qu'on peut aussi intégrer un tel projet pour que nous-mêmes, tous au sein de la SBA, et du coup qu'on accompagne les acteurs dans la prise de conscience, qu'est-ce que ça veut dire qu'un assessment SRI ? À quel niveau on est? Bon, tout le monde m'avertit, on va être super mauvais. Bon, au moins on aura conscience qu'on est bas. Et du coup, comment est-ce qu'on peut développer? Typiquement, là, cette prise de conscience au niveau du Luxembourg de notre capacité, les technologies sont là. Comment est-ce qu'on les met en œuvre? Et peut-être on ne sera pas si mauvais que ça, mais parce qu'on a quand même une efficience. On s'est concentré au Luxembourg sur notre performance thermique, qui est effectivement bien en avance par rapport aux réglementations qui seulement maintenant se mettent en œuvre. Donc ça s'est beaucoup passé par des modes constructifs, laissant tomber un petit peu la technologie, alors qu'aujourd'hui, le pas supplémentaire à faire, et c'est avec la donnée que l'on va pouvoir effectivement voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Il y en avait une pour Mehdi sur BeamY. The Beam app we have seen, is it proprietary or have you seen a commercial application? Et est-ce que c'est utilisé aussi dans le projet de rénovation? Quelle application? La Beam app, donc je suppose que c'était... Que j'ai montré à l'instant. Tu as montré la Beam. Oui, donc je donne le nom de l'application. Vous voulez savoir le nom de l'application qui a été utilisée? Donc là, j'ai travaillé moi avec les outils de chez Autodesk qui sont basés sur l'API Forge. Et l'outil s'appelle Autodesk Tandem, où on peut lire directement un IFC ou directement une maquette Revit. Dans le cas que je vous ai montré, c'est des maquettes Revit qui sont directement uploadées sur le cloud. Et à partir de là, on va faire les connexions avec les différentes API et aussi faire l'inventaire des objets qui s'y trouvent dans la maquette numérique. Voilà. Donc, Umberto, vous avez posé la question, which policy measures would you like to see implemented by the Luxembourgish government to speed up the decarbonization of existing buildings? Ce sont surtout les mesures, je dirais, de mise en application des mesures européennes qui nous facilitent aussi notre propre montée en compétences face aux enjeux européens. Après, c'est vrai, on peut, à nous, et je pense que c'est l'objet de cette association, de faire cette prise de conscience et d'être en avance. Et effectivement, un anonyme a posé la question à laquelle je suis souvent confrontée. Les nouveaux bâtiments sont très économiques en énergie. Comment justifier de barder un bâtiment de capteur si l'économie annuelle se monte à 30 centimes? C'est une bonne question. Et donc, s'il y a une question, voilà. Je pense qu'effectivement, ces bâtiments, quand ils sont hyper équipés, ils peuvent être efficaces à un temps T. Après, il y a une certaine forme de dégradation et il y a toujours des choses nouvelles à mesurer. Donc, ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'il y a le coût lié à ces mesures quand on fait une construction nouvelle. Le Luxembourg est un pays un peu de cocagne pour ça. On utilise beaucoup le KNX, on utilise beaucoup de technologies qui sont très sûres, mais il n'y a pas que le côté financier des choses. Il y a le confort des utilisateurs, tu en parlais aussi. Il y a le respect des normes. Et donc, on n'en arrive pas toujours à une équation autant d'euros par an, mais aussi, est-ce que je suis simplement conforme aux législations européennes? On a parlé du décret BAC, on a parlé du décret tertiaire en France. Il y a une vraie obligation légale de reporting. Et généralement, les systèmes en place ne permettent pas toujours de faire un reporting ad hoc par rapport aux requêtes réglementaires. Donc voilà. Donc, une autre question un petit peu challenge comme ça. How much training or education is provided to facility managers and tenants to make sure they are not overwhelmed with data that they will never use?
comment tu les as formés? Comment on les a formés? En fait, c'est assez progressif, finalement, parce que d'abord, il y a l'étape de mise en place, les données commencent à remonter, et elles remontent gentiment, parce qu'on a 5 bâtiments différents, et on a fait un bâtiment à la fois. Donc, du coup, pour le syndic, c'était chouette, parce qu'il avait un bâtiment à la fois, ensuite s'ajoutait le deuxième, il voyait qu'il pouvait les séparer, les agglomérer, donc il a pu jouer progressivement avec les choses. Il y a eu un training évidemment sur l'interface, sur les rapports qu'ils pouvaient générer, les choses comme ça. Et il y a de toute façon une hotline quand ils ont des questions. Et on est en train là d'injecter les données dans leur système de gestion. Oui, il y a la notion d'interopérabilité ou aussi s'adapter à leurs outils. Hein, voilà, parce que le but, c'est qu'ils aient tout au même endroit. Oui. Il faut qu'ils aient les tickets, les infos, les rapports, que tout soit absolument au même endroit, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps, mais quand c'est fait progressivement, honnêtement, on a beaucoup de doutes qui sont tombés et beaucoup de réticences qui sont tombées parce qu'ils se sont dit, mais c'est pas mal. Hein. Voilà. Le but, c'est ça. Il faut avoir le c'est pas mal ton truc. Comment voyez-vous le processus de conception des bâtiments doit évoluer pour intégrer des solutions smart dès le début? Michael, peut-être? Ça, c'est toute la question. En fait, quand on prend le bâtiment, donc le smart building, on n'a plus cette philosophie de conception par silo. Il faut avoir une conception transversale. Donc, il faut fédérer les acteurs du bâtiment, de la construction, autour d'un objectif commun, et pas simplement qui travaillent pour leurs propres intérêts. Il faut que ce soit un projet commun. Et donc, on voit des modes d'organisation comme le BAO Team qui permet de regrouper tous les acteurs au début de la conception pour faire les meilleurs choix le plus tôt possible. Et je pense que ça, c'est la clé. C'est faire les choix le plus tôt pour que la mise en place, la construction et tout soit le plus fluide possible et qu'on ne se retrouve pas en cours de route et après. Donc on dit, le chauffagiste, il met un système, l'électricien, il en met un autre, et après on va se dire, on va justement se poser la question a posteriori, comment ils fonctionnent ensemble. Et là, je vais avoir de grosses difficultés à les faire fonctionner parce qu'ils n'ont pas été conçus pour fonctionner ensemble. Et si je m'étais posé la question en amont en disant, OK, quel système peut le chauffagiste et l'électricien parlent et puis se mettre d'accord sur un système qui est interopérable, mais 100% interopérable, parce que parfois on dit interopérable, mais il n'y a qu'une donnée qui transite. Pour moi, ça, je n'appelle pas de l'interopérabilité, mais vraiment 100% d'interopérabilité. S'ils se mettent autour de la table au début du projet, ça va être plus fluide. Et je pense que c'est ça la clé. Et c'est de changer vraiment de mode d'organisation. Et parfois, les appels d'offres où on a des lots qui sont bien séparés, la question aussi au sein de la SBA, on va monter un groupe de travail sur ça pour savoir quel mode de projet opérer pour qu'on soit le plus efficace possible. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. On a fait quand même un cahier des charges type, on va dire, ça facilite forcément. C'est ça, l'objectif, c'est de mettre en place des outils pour simplifier des acteurs qui se lancent dans ces démarches-là et qui vont se dire, on est tous conscients que si on se lance dans un projet Smart Building, on a vraiment peur, par où on va commencer, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il va y avoir comme problème par la suite parce que je fais un projet Smart. L'objectif, c'est de retirer au fur et à mesure ou de mettre en place des outils qui enlèvent ces freins-là et qui fluidifient tout le process. Ça demande du temps, et c'est pour ça qu'on a besoin de mettre en œuvre ces outils-là, de les développer, de les mettre en œuvre dans des projets, type projet européen, des consortiums européens, pour aussi s'inspirer de ce qui se fait autour. Parce que je suis persuadé qu'il y a des choses qui se font, il y en a qui se font, qui fonctionnent très bien. Il faut juste que ce ne soit pas du prototype, mais que ce soit la norme. Donc, on va peut-être passer, si vous pouvez passer et projeter les réponses aux questions, enfin les propositions. Do you think of any project SBA Luxembourg could be part of? Est-ce que vous pouvez passer sur l'ordinateur sur ces questions-là ou il est bloqué? Non, c'est la question « Do you think of any project ?» Do you think? La dernière question. C'est là où il y a eu le plus de propositions. Voilà.
Donc, il y a une proposition sur a project proposal could involve SBA as provider of a pilot building, tech companies deploying their equipment, engineers for monitoring and methodological standardization organization. Other LUCs or EU partners could either use the data generated for assessment optimization or provide innovative texts to be tested. Merci pour cette proposition. Est-ce que la personne peut peut-être développer? Ah, bah c'est Sylvain. Our friend. C'était comme une conclusion pour moi. Je pensais que je commencerai par le bas. Ça résume un petit peu peut-être une vision sur comment la SBA, ses différentes expertises et compétences peuvent être intégrées dans un futur, effectivement, dans une future proposition de projet autour du smart building et de l'implémentation du SRI avec des bâtiments pilotes et voilà, toutes vos compétences réunies potentiellement autour de cette activité. Mais peut-être plus une synthèse et c'est plus intéressant de passer aux autres. D'accord. À moins qu'il y ait une remarque. En fait, il y a les autres, évidemment, les autres propositions, si vous pouvez remonter, montent beaucoup autour de la phase de test du SRI au Luxembourg avec des bâtiments représentatifs du parc. C'est effectivement ce que l'on avait en tête aussi comme étant un élément potentiel de mise en œuvre. Phase de test du SRI au Luxembourg. Explore a Benelux project on next stage SRE to overcome e-grid congestion issues. Alors, il y a un exchange SRE. Ça, je ne suis pas au courant. Est-ce que la personne pourrait peut-être l'expliquer plus avant? Oui. Oui, merci. Je m'excuse pour parler en anglais. C'est plus facile, mais Huub Keijsers from TNO in the Netherlands. Actually, the current SRI gives information on quality of life, about the potential of flexibility of the building, but it doesn't actually allow you to use the building to steer the demand response of the building yet. So next stage would for me be if you have the capability of knowing the flexibility of your building, that you really start using it, and that would be a very nice thing to do actually with well the people here on the desk. And I really think we should do that either on European level, but since we're also Benelux, I would like to do it that way. But really to go for the next stage, so being aware of what the SRI is. And then really go for the next step. So, open to discuss that. OK, thank you. En anglais ou en français. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ces sujets de flexibilité des bâtiments au niveau en fait de l'analyse de la grille chez Schroeder, justement en termes de mobilité? Est-ce que il y a des analyses à la fois de la qualité des bâtiments, mais aussi au niveau du réseau électrique? Merci. Justement, je voudrais poser la question pour approfondir la grille électrique ou le smart grid, qui n'est pas peut-être assez poussé dans le SRI aujourd'hui. Quelle est au Luxembourg la situation par rapport à la flexibilité et le demand response dans le bâtiment? Au-delà de la technologie, est-ce que déjà vous avez connaissance de technologies mises en place, mais en termes de réglementation par rapport au partage d'énergie, d'électricité? Est-ce que quelqu'un a un avis? Ce n'est pas vraiment mon domaine, je ne suis pas expert. Simplement, une analyse qu'on faisait hier par rapport aux bornes électriques et finalement, quels sont les providers au Luxembourg, on se rend compte que c'est un marché qui est quand même assez centré sur une grosse société. Il y a une grosse société qui a racheté quasiment toutes les autres. Il reste un concurrent qui est plutôt géré par 14 communes, un petit concurrent qui est une seule commune qui preste uniquement sur sa commune, et une société un petit peu rebelle qui est une coopérative et qui essaye de mettre des panneaux photovoltaïques, de générer l'électricité et puis de la revendre. Donc c'est un marché qui au Luxembourg n'est pas très compétitif. Je pense que c'est surtout ça le problème.
Merci. Je pense que c'est un sujet vraiment important aussi pour le SRI. Et dans les cas des mauvais scores obtenus dans nos tests SRI, dans les projets pilotes qu'on a menés au LIST, on était en niveau 0, peut-être 1 maximum sur toutes ces questions de flexibilité. Ça a largement contribué à diminuer le score final. Oui, et même en termes de réglementation, aujourd'hui, c'est pas... on peut faire de l'autoconsommation, mais c'est vrai que c'est en termes de gestion, de flexibilité, de demande-réponse, aujourd'hui, il y a peu de pratiques. Mais peut-être dans le cadre d'un projet de recherche, ça peut être mené en termes d'expérimentation, oui, ça c'est clair. Il y a une question. Avez-vous des acteurs dans la végétalisation et gestion des eaux de pluie pour participer au projet européen? Pas dans l'association? Est-ce que tu... Dans l'association, à ma connaissance, non, directement non. Mais chez Néobil, on a une personne donc, qui est experte dans tout ce qui est gestion de l'eau. Donc, nous, Néobil, on fait partie de la SBA, mais on n'est pas, on va dire, on supervise, on est plus des conseillers et des experts dans différents domaines. Et donc, on a cette expertise en interne. Et après, c'est justement lier cette expertise-là avec la digitalisation et le smart. C'est tout à fait envisageable. Il y a une question qui est précise. Quel sera le plan d'action 2025 de la SBA Luxembourg? Quelles actions allez-vous entreprendre pour développer le smart building? Donc, je pense que ça fait partie, hein, en étant là, clairement, de mobiliser un plan d'action autour de projets concrets. Tout à fait. Et en fait, c'est pourquoi on est là, en fait. Hein. L'objectif, c'est vraiment... Un des premiers objectifs, c'est de mener des projets concrets. Et c'est pour ça qu'on a souhaité participer à Sustainable Places, pour identifier avec vous et entrer dans des consortiums pour mettre en application l'ensemble de nos concepts. Donc je pense que ça, c'est un point important dans notre map 2025. À côté de ça, on a, comme je vous l'ai indiqué, l'objectif, c'est de rassembler, donc fédérer encore plus d'acteurs. Donc il y en a qui sont... en cours d'adhésion à la SBA encore. Ensuite, on forme aussi on met en place des formations avec différents centres de formation au Luxembourg pour promouvoir ce qu'est un smart building, une smart cities, qu'est-ce qui peut permettre de faire, non pas simplement pour tout ce qui est efficacité énergétique, mais tout ce qui est lié au confort et à la gestion de la data, comment optimiser, donc utiliser la data de la meilleure des manières. Donc on met ce type d'action-là en place. On va, donc, comme je vous l'ai dit, on va participer donc, à une visite de bâtiment le mois prochain. L'objectif, c'est d'en faire encore d'autres donc l'année prochaine pour montrer concrètement qu'est-ce qui se fait, pour enlever toutes ces barrières qu'on se met, ces barrières psychologiques qu'on se met. Et après, on attend qu'une chose, c'est d'intégrer des consortiums et mettre en place des projets concrets, tout simplement. Il y a une question sur est-il prévu de lier directement ou indirectement les standards services aux objectifs RSE reporting des entreprises? Est-ce que la personne pourrait être plus explicite? C'est vrai que les reportings sont... qui a posé la question? Oui. Bonjour à tous. Juste pour être un peu plus clair en termes de questions, c'est que les entreprises, donc, quelles qu'elles soient, ont un devoir de reporting financier et également environnemental. Ce qu'on appelle vraiment le reporting, la partie RSE. L'idée, au fait, c'était plus pour attirer de l'attention que le fait que le dashboard n'est pas uniquement énergétique, mais peut être aussi lié à des objectifs économiques, environnementaux et sociétaux également. Je pense que ça pourra vraiment faire partie d'un groupe de travail, de travailler dans ce sens-là. Après, on est une association jeune, je le redis.
On ne peut pas se disperser et faire 15 groupes de travail, on ne peut pas, hein, parce que sinon ils ne vont pas avancer, ça ne servira à rien. Notre objectif, c'est de focaliser sur ce qui est essentiel. Aujourd'hui, ce qui est essentiel pour nous, c'est, on va dire ça, c'est dans un second step, mais ce qui est essentiel pour nous, c'est de mettre en application des projets SMART et donc de limiter les freins au développement de ce type de projet-là. C'est pour ça qu'on travaille sur tout ce qui est cahier des charges, amener des outils pour que ces projets-là se mettent en place. Et ensuite, on va parler d'outils pour valoriser les résultats de ces projets via la partie RSE. Moi, je pense aussi que, en fait, le reporting aujourd'hui pour les gros asset managers dans des environnements, notamment bureaux, hein, les gros porteurs d'actifs, ont ces enjeux de reporting. Et finalement, l'équipement en Smart Building vient servir ces enjeux de reporting, de remonter de la data. Parce que, bon, moi, pour le faire sur trois actifs, à la main, c'est compliqué, tout simplement parce que la remontée des données reporting RSE n'est pas du tout structurée sur la même façon que la donnée de gestion des postes de coûts. Donc, du coup, c'est complètement une autre façon de travailler la donnée du bâtiment. Et effectivement, un des premiers outils, un des cas d'usage, certes économiser de l'argent, mais peut-être parfois pas beaucoup, mais en tout cas pour les bâtiments neufs, mais en tout cas équiper le bâtiment pour qu'il puisse servir le reporting du propriétaire, ça oui, ça c'est un des premiers cas d'usage à développer, ça c'est clair. Si je peux me permettre d'intervenir également sur cette problématique-là. Il y a déjà des choses qui existent. Si vous allez en Angleterre, par exemple, il y a des sociétés qui certifient le bilan CO2. Je parle bien de la partie E du coup du CO2 qui est nécessaire pour tout ce qui est CSRD, CSDD, 3D, etc. On en a discuté en interne. C'est un projet qu'on va mettre en place petit à petit. Donc oui, c'est quelque chose qu'on va faire, mais il faut qu'il y ait une demande et il faut qu'on trouve un modèle économique qui fonctionne. Simplement, à partir du moment où on a tous les capteurs, on peut valider la consommation réelle et en sortir un reporting. Donc oui, c'est faisable, mais il n'y a pas encore de demande réelle. Il y avait peut-être juste la dernière question, parce que vous n'avez pas eu à répondre, c'est pour Schroeder Associés. Une question autour du rythme de la rénovation au Luxembourg, comment c'est financé ? Comment accélérer le processus avec ce que vous observez, par exemple, hein, quand vous voyez les trucs rouges, c'est que c'est pas bon. Comment ça se passe du coup? Oui, donc, je ne sais pas si on m'entend. Si. Oui, donc là, ça permet de définir au niveau d'un territoire. Ça peut être pour une commune, mais ça peut aussi être pour une entreprise. Par exemple, une entreprise qui a beaucoup d'actifs, et on peut prioriser en fait. Donc on sait, voilà, on se dit en 2050, on doit être net zéro émission de CO2. Comment s'inclure dans ce processus et pour prioriser les actions pour les atteindre. Et donc vraiment, c'est ça le but. Et la visualisation aussi, ça permet d'engager les acteurs. Parce que généralement, on peut faire des rapports et montrer, ah oui, il faudrait faire ça. Mais tout le monde ne lit pas les rapports et c'est difficile d'engager les gens pour aller vers la rénovation. Et quand on leur montre, c'est beaucoup plus simple et efficace. Et c'est pour ça qu'on a essayé de développer un outil qui permet d'engager les gens, de leur montrer l'efficacité, de leur montrer le retour sur investissement très rapidement. Et ça, c'est une des solutions qu'on peut proposer pour aller dans ce sens. Merci. Nous avons un petit peu dépassé le temps, excusez-nous. Merci, c'était super d'avoir une belle interaction, ces questions de votre part. Et puis, écoutez, à bientôt pour des projets ensemble, nous espérons. Merci beaucoup.